السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن شاء الله غادي نحاولو نكملو القراءة ديال هذا الكتاب لونفون دو ماريا مونتيسوري. في الصفحة راني وصل الصفحة 168، باقي يعني واحد 30 صفحة أو أكثر قليلا باش نكملو هذا الكتاب. إذن لو كومبلكس d'infériorité chapitre le complexe d'infériorité. L'adulte qui croit son enfant beau et parfait, qui met en lui son propre orgueil et son espoir en l'avenir, et en même temps la proie d'une force occulte qui le pousse à lui manifester du mépris. Ce n'est pas seulement la conviction que l'enfant est vide, que l'enfant est méchant, qui lui fait penser qu'il doit combler le vide et corriger l'enfant. Non, c'est bien le mépris de l'enfant qu'il éprouve et aussi le sentiment que cet enfant faible qui est devant lui est vraiment un enfant, c'est-à-dire un être sur lequel l'adulte peut tout. Il a même le droit de lui montrer ses sentiments inférieurs, qu'il aurait honte d'extérioriser devant la société des adultes. L'avarice, le besoin de tyrannie et d'absolutisme font partie de ces tendances obscures. Ainsi, la lente et continue démolition de la personnalité enfantine se poursuit sous le camouflage de l'autorité paternelle. Quand l'adulte voit un enfant bouger un verre, il tremble à l'idée que celui-ci pourrait être cassé. À cette minute, l'avarice lui fait considérer ce verre comme un trésor, et pour le protéger, il empêchera l'enfant de bouger. Peut-être cet adulte est-il un homme riche qui veut thésauriser pour laisser son fils plus riche encore. Mais à ce moment-là, cet homme attribue une telle valeur au verre qu'il cherche d'abord à le sauver. Il se dit, en outre, pourquoi cet enfant met-il ce verre ainsi puisque je l'avais mis autrement? Je ne représente donc plus l'autorité. Et pourtant, cet adulte serait capable d'accomplir un acte d'abnégation envers cet enfant. Il rêve de le voir triompher un jour, il le voudrait puissant et célèbre, mais à cet instant, c'est le besoin d'autorité qui sévit et le pousse à surveiller un objet sans valeur. Si un serviteur faisait ce geste, le père sourirait, et si un invité cassait un verre, il s'empresserait de lui assurer que cela n'a pas d'importance, que le verre n'avait aucune valeur, etc. L'enfant doit donc percevoir avec une continuité désespérante qu'il est seul individu dangereux pour les objets et par conséquent le seul à ne pouvoir les toucher. Il est un être inférieur, un bon à rien. Il existe un autre complexe qu'il faut considérer dans la construction intérieure de l'enfant. Celui-ci n'a pas seulement besoin de toucher aux objets et de travailler avec eux, mais le fait d'exécuter une succession d'actes a une très grande importance pour la construction intérieure de sa personnalité. L'adulte n'observe plus un ordre dans la succession des actes ordinaires de la vie quotidienne, car il la domine depuis longtemps. Elle est liée à sa propre existence. Quand l'adulte se lève le matin, il sait qu'il doit accomplir tel et tel acte et il les exécute comme la chose la plus simple du monde. C'est devenu pour lui un automatisme, il n'a plus besoin de s'en occuper, aussi bien il respire sans y penser, son cœur bat sans qu'il s'en aperçoive. L'enfant par contre a besoin de construire ses bases, mais on ne le laisse jamais établir un plan d'action suivi. S'il est en train de jouer, l'adulte arrive et considère qu'il est l'heure d'aller se promener. Il l'habille et l'emmène, ou bien pendant que l'enfant accomplit un petit travail, tel que de remplir un seau de sable,
Un ami de sa maman arrive et celle-ci vient chercher l'enfant, lui faisant lâcher son travail pour le montrer au nouveau venu. Toujours intervient cet être puissant qui dispose de sa vie sans jamais le consulter, sans considération pour aucun de ses actes, alors qu'en sa présence, l'adulte n'interrompt pas un autre adulte, fût-ce un domestique, sans lui dire faites-moi le plaisir. Si vous pouviez. L'enfant a donc le sentiment qu'il est autrement fait que les autres et qu'une infériorité particulière le place au-dessous du reste du genre humain. Or, la succession des actes en relation avec un plan intérieur préétabli est extrêmement importante. Un jour, l'adulte expliquera à l'enfant que l'on est responsable de ses propres actes. Mais la première base de cette responsabilité est un plan établissant la relation entre ces actes, puis un jugement sur leur signification. L'enfant comprend seulement que tout ce qu'il fait est insignifiant. Le père se plaint de ne pas réussir à susciter chez son enfant ce sentiment de responsabilité et de domination de soi. Mais c'est lui qui a brisé point par point la continuité des actes de son enfant en même temps que le sentiment de sa dignité. Pour assumer une responsabilité quelconque, il faut avoir l'assurance que l'on est maître de ses propres actions et avoir confiance en soi. Le découragement le plus profond est celui qui naît de la conviction de ne pas pouvoir. Supposons qu'un enfant paralysé et un autre, un gambe, soit en compétition dans une course. Le paralysé n'essaiera même pas de courir. Si dans un match de boxe, un habile géant se trouvait en face d'un petit homme inexpert, celui-ci ne consentirait pas à se battre. On détruit la possibilité de l'effort avant de mettre celui-ci à l'épreuve. On apporte le sentiment de l'impuissance avant que d'avoir laissé essayer. Rien n'éteint chez l'enfant le désir de l'effort, comme l'humiliation qu'il éprouve devant la force de l'adulte. Celui-ci ne se contente pas d'empêcher l'enfant d'agir, mais encore il lui dit « Tu ne peux pas faire cela, il est inutile que tu essayes. » Ou bien encore « Imbécile, pourquoi veux-tu essayer? Tu ne vois pas donc pas que tu n'en es pas capable ?» Cette façon d'agir ne s'attaque plus seulement au travail ou à la succession des actes, mais à la personnalité même de l'enfant. Ce procédé enracine dans l'âme de l'enfant la conviction que non seulement ses actes n'ont aucune valeur, mais que sa personnalité elle-même est inapte et incapable. C'est ainsi que surviennent le découragement, le manque de confiance en soi. Quand quelqu'un de plus fort que nous empêche d'exécuter un projet, nous pouvons toujours penser qu'il viendra quelqu'un de plus faible, devant qui nous pourrons recommencer. Mais si l'adulte persuade l'enfant qu'il n'a aucune possibilité en lui, il s'ensuit une timidité, une espèce d'apathie et une crainte qui deviennent par la suite constitutionnelles. Ce sont toutes ces choses réunies qui construisent cet obstacle intérieur, que la psychanalyse appelle complexe d'infériorité. C'est un obstacle qui peut rester permanent et qui empêche de prendre part qui empêche de prendre part aux épreuves sociales et quotidiennes de la vie. À ce complexe se rattache la timidité, l'incertitude, le manque de persistance devant les difficultés et les critiques, les extériorisations du désespoir et les larmes accompagnent toutes ces situations pénibles. Au contraire, chez l'enfant normal, la confiance est précisément un des caractères les plus stupéfiants. Il sait ce qu'il entreprend et il domine si bien la succession des gestes nécessaires à son entreprise qu'il l'effectue avec simplicité sans avoir l'impression qu'il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. La peur. Un nouveau chapitre, la peur. La peur. La peur est une autre déviation que l'on a coutume de considérer comme un caractère naturel de l'enfant. Quand on dit qu'un enfant est peureux,
On pense à cette peur qui vient d'une perturbation profonde, indépendante des conditions de l'ambiance et qui, comme la timidité, fait partie du caractère. Il y a des enfants soumis qui sont comme enveloppés par la peur. D'autres, forts et actifs, peuvent, bien que souvent courageux devant le danger, subir des peurs mystérieuses, illogiques et invincibles. Ce sont les conséquences de fortes impressions reçues dans le passé. La peur de traverser une rue, la peur de trouver un chat sous son lit, la peur de rencontrer une poule sont des états voisins de la phobie et que la psychiatrie a étudié chez l'adulte. Ces formes de la peur existent tout particulièrement chez les enfants qui dépendent de l'adulte. Celui-ci profite de l'état nébuleux de la conscience enfantine pour y imprimer artificieusement des terreurs qui agissent dans les ténèbres afin d'obtenir l'obéissance. Et c'est une des défenses les plus néfastes de l'adulte contre l'enfant, car elle aggrave la peur naturelle qui peuple la nuit d'images terrifiantes. Tout ce qui met l'enfant en rapport avec la réalité et qui autorise son expérience lui apporte l'intelligence des choses et éloigne l'état perturbateur de peur. Un des résultats les plus clairs acquis dans nos écoles est de prévenir la peur subconsciente et quand elle existe, de la supprimer. Une famille espagnole avait 3 filles, dont 2 déjà grandes. La troisième, plus petite, fréquentait une de nos écoles. Quand il y avait, quand il y avait un orage la nuit, la petite était la seule qui n'avait pas peur. Et c'est elle qui conduisait à travers la maison ses sœurs qui se réfugiaient dans la chambre de leurs parents. Comme elle était inaccessible à la peur mystérieuse, sa présence était un véritable soutien pour ses aînés. C'est comme il arrivait parfois durant la nuit, l'obscurité agitait les grandes filles, celles-ci avaient recours à la petite pour vaincre leur malaise. L'état de peur est différent de la peur, instinct normal de conservation. Cette dernière est moins fréquente chez les enfants que chez les adultes. Et ce n'est pas seulement parce que les enfants ont moins l'expérience des dangers extérieurs, mais il semble que chez l'enfant, le courage à affronter le danger est en proportion beaucoup plus développé que chez l'adulte. Les enfants s'exposent fréquemment au danger. C'est ainsi que les enfants des villes s'agrippent aux véhicules ou que dans les campagnes, ils grimpent aux arbres ou descendent dans les précipices. Ils s'élancent impétueusement à la mer ou dans les fleuves et apprennent à nager à leur propre risque. On ne compte pas les cas d'héroïsme d'enfants qui sauvent ou tentent de sauver des camarades. Je citerai l'exemple de l'incendie d'un hospice de Californie qui abritait un service pour enfants aveugles. On retrouva des corps d'enfants non aveugles qui vivaient dans une partie de l'établissement et qui, au moment du danger, étaient allés sauver des camarades. Dans les associations d'enfants telles que les Boy Scouts, on trouve chaque jour des exemples d'héroïsme enfantin. On pourrait se demander si le retour à l'état normal développe cette tendance qu'on rencontre fréquemment chez les enfants. Nous n'avons jamais eu d'épisode héroïque dans nos expériences. Si l'on accepte quelques désirs nobles, éloignés pourtant d'une véritable action héroïque. Mais le comportement réel et ordinaire de nos enfants est guidé par une prudence qui leur permet d'éviter les dangers et par conséquent de vivre au milieu d'eux. C'est ce qui leur a permis de se servir avec précocité de couteau à table et à la cuisine, de manier des allumettes, d'allumer le feu, de rester en liberté auprès d'un bassin ou de traverser une rue, c'est-à-dire de pouvoir être téméraires grâce au contrôle de leurs actes, tirant de cet enseignement une forme de vie sereine et supérieure. Le retour à la vie normale ne consiste donc pas à se jeter au danger, mais à développer une prudence qui permette
d'agir au milieu des dangers en les connaissant et en les dominant. Le mensonge. Les déviations psychiques, bien qu'elles puissent présenter des caractères particuliers à l'indéfini, ah, le mensonge. Les déviations psychiques, bien qu'elles puissent présenter des caractères particuliers à l'infini, sont comme ces rameaux d'une plante vigoureuse qui prennent toujours naissance à la même racine profonde, et c'est là que se trouve le secret unique de la normalisation. Or, la psychologie commune et l'éducation courante considéraient chacun de ces rameaux comme des défauts indépendants les uns des autres, que l'on devait étudier et affronter séparément. L'un des plus importants est le mensonge. Le mensonge est un véritable vêtement dont l'âme s'enveloppe et qui la cache. Et il y a quantité de sortes de mensonges. Chacun d'eux a une importance et une signification différente. Il faut distinguer les mensonges normaux des mensonges pathologiques. L'ancienne psychiatrie s'est amplement occupée de ceux qui sont dus à l'hystérie, de ceux qui prennent de telles proportions que le langage devient un véritable entrelac de mensonges. Les psychiatres ont attiré l'attention sur le mensonge inconscient des enfants devant les tribunaux pour mineurs et en général quand ils sont appelés à témoigner. Ce fut une révélation que l'âme innocente de l'enfant, presque synonyme de vérité, la vérité sort par la bouche de l'enfant, put faire de faux témoignages avec un tel accent de sincérité. Les psychologues de la criminalité reconnurent que ces enfants étaient sincères. Le mensonge dû à une forme mentale de confusion était aggravé par l'émotion. Ces substitutions de faux au vrai à l'état permanent ou épisodique sont certainement très éloignées du mensonge normal de l'enfant qui essaie de se défendre consciemment. Il existe aussi chez les enfants normaux et dans la vie courante des mensonges qui n'ont aucun but de défense et qui peuvent être de véritables inventions. Ils proviennent du besoin de raconter des choses fantastiques qui peuvent passer pour vraies, et cela non pas dans l'intention de tromper, ni dans un but d'intérêt personnel. C'est une véritable forme artistique comme celle d'un acteur qui incarne un personnage. Des enfants me racontèrent un jour que leur mère, ayant un invité à déjeuner, prépara elle-même des sucs végétaux riches en vitamines dans l'intention de faire de la propagande naturiste qu'elle était arrivée à faire une liqueur naturelle si exquise que ce monsieur était décidé à l'employer et en répandre l'usage. Le récit était si détaillé et si intéressant que je priai la mère des enfants de bien vouloir me dire comment elle préparait son composé de vitamines. Mais cette dame me répondit qu'elle n'avait jamais pensé à rien préparer de ce genre. Voilà un exemple de pure création de l'imagination de l'enfant, traduit en un mensonge, sans autre but que de créer un roman. Ces mensonges sont à l'opposé de ceux qui sont faits par paresse. Quelquefois, pourtant, le mensonge est la conséquence d'un raisonnement astucieux. J'ai connu un enfant de 5 ans que sa mère avait mis dans un collège. La gouvernante chargée du groupe d'enfants auquel il appartenait était particulièrement prise par sa mission et pleine d'admiration pour lui. Au bout de quelque temps, l'enfant se plaignit à sa mère de cette gouvernante, exprimant quantité de griefs contre elle. Il la décrivait sévère à l'excès. La mère recourut à la directrice pour obtenir des éclaircissements et l'on eut des preuves lumineuses de la grande
affection de cette gouvernante pour l'enfant qu'elle avait toujours comblé des soins les plus affectueux. La mère affronta donc son fils et lui demanda les motifs de ses mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, lui répondit l'enfant, mais je ne pouvais pas dire que c'était la directrice qui était méchante. Et ce n'était pas par manque de courage qu'il ne voulait pas accuser la directrice, mais plutôt par un certain respect des convenances. Les enfants faibles soumis essayent au contraire de construire hâtivement des mensonges dans un réflexe de défense, sans la collaboration de leur intelligence, ni le moindre enjolivement de l'imagination. Ce sont les mensonges ingénus, improvisés et par conséquent les plus apparents, ceux contre lesquels combattent les éducateurs, en oubliant qu'ils représentent précisément la défense la plus claire contre l'adulte. Le mensonge est un des phénomènes de la formation en rapport avec l'intelligence. Il est en construction dans l'enfance et s'organise avec l'âge et constitue un élément important dans la société, jusqu'à devenir indispensable, décent et même esthétique au même titre que les vêtements pour le corps. Dans nos écoles, l'âme de l'enfant se dépouille de ses camouflages et se montre naturel et sincère. Toutefois, le mensonge n'est pas de ces déviations qui disparaissent comme par miracle. C'est une reconstruction qui est plus nécessaire qu'une conversion, c'est-à-dire la clarté des idées, le sens de la réalité, la liberté de l'esprit et l'intérêt pour les choses élevées forment l'ambiance apte à reconstruire une âme sincère. Mais si on analyse la vie sociale, on se, on se rend compte, on se rend compte qu'elle baigne dans le mensonge comme dans une atmosphère dont on ne pourrait la séparer sans bouleverser la société. En fait, beaucoup de nos enfants qui ont passé dans des écoles secondaires ordinaires ont été jugés effrontés et insubordonnés uniquement parce qu'ils étaient plus sincères que les autres et que certaines adaptations n'étaient pas développées chez eux. Et les professeurs ne sont pas aperçus que la discipline et les rapports sociaux s'étant organisés sur le mensonge. La sincérité inconnue semblait bouleverser la base de l'éducation. Une des plus brillantes contributions de la psychanalyse à l'histoire de l'âme humaine est l'interprétation des camouflages du subconscient. Ce sont ces camouflages de l'adulte et non pas les mensonges de l'enfant qui constituent la terrible tunique qui prend corps et qui devient comparable au plumage des oiseaux, c'est-à-dire un, un revêtement protecteur qui couvre un des camouflages les plus singuliers est celui de l'adulte envers l'enfant. L'adulte sacrifie les besoins de l'enfant aux siens, mais comme il serait intolérable de le reconnaître, il se persuade qu'il exerce un droit de la nature et qu'il agit pour le bien de l'enfant. Quand le petit se défend, l'attention de l'adulte n'est pas attirée. N'est pas attirée sur le véritable état de choses et traite de désobéissance, de méchanceté, tout ce que fait l'enfant pour sauver sa propre vie. Peu à peu, cette voie de vérité et de justice, déjà affaiblie, disparaît. Elle est remplacée par les camouflages brillants, solides, permanents, de devoir, de droit, d'autorité, de prudence, etc. Le cœur, le cœur se solidifie, se fait de glace et brille comme une chose transparente. Contre lui, tout se brise. Mon cœur est devenu pierre, je le disais, mon cœur est devenu pierre. Je le saisis et c'est ma main qui demeure blessée. La magnifique image que place Dante dans l'abîme de l'enfer. Là où se réfugie la haine, c'est la glace. L'amour et la haine, ces deux états d'âme peuvent être comparés à l'état liquide et à l'état solide de l'eau. Le camouflage qui aide l'homme à s'adapter aux déviations organisées de la société
endurcit peu à peu en haine ce qui était amour. C'est là le terrible mensonge caché dans les recoins du subconscient. إذا ننتهي هنا في هذه الحلقة على أمل إكمال البقية في الحلقة المقبلة.